13. Utilité de la sagesse théorique et de la sagesse pratique. Prudence, rapport des deux sagesses. Nous avons donc établi quelle est la nature de la prudence et de la sagesse théorique, qui sont en définitive les seules vertus dianoétiques, et quelles sont en fait leurs sphères respectives. Et nous avons montré que chacune d'elles est vertu d'une partie différente de l'âme. Mais on peut se poser la question de savoir quelle est l'utilité de ces vertus. La sagesse théorique, en effet, n'étudie aucun des moyens qui peuvent rendre un homme heureux, puisqu'elle ne porte en aucun cas sur un devenir. La prudence, par contre, remplit bien ce rôle, mais en vue de quoi avons-nous besoin d'elle? La prudence a sans doute pour objet les choses justes, belles et bonnes pour l'homme, mais ce sont là des choses qu'un homme de bien accomplit naturellement. Notre action n'est en rien facilitée par la connaissance que nous avons de ces choses, s'il est vrai que les vertus sont les dispositions du caractère, pas plus que nous sert la connaissance des choses saines ou des choses en bon état, en prenant ces expressions non pas au sens de productrice de santé, mais comme un résultat de l'état de santé. Car nous ne sommes rendus en rien plus aptes à nous bien porter ou à être en bon état par le fait de posséder l'art médical ou celui de la gymnastique. Mais si d'un autre côté, seconde aporie, si l'objet de la phronésis est de nous permettre de devenir bons et non pas de réfléchir sur les bonnes actions, tout ton carine, à quoi sert-elle? Ceux qui sont déjà vertueux n'en ont pas besoin, et ceux qui ne le sont pas encore n'ont pas besoin de la posséder en personne. Il suffira qu'ils consultent quelqu'un qui la possède, comme on consulte un médecin quand on est malade, sans pour cela apprendre soi-même la médecine. On doit poser qu'un homme est prudent non pas afin de connaître les vérités morales, mais afin de devenir vertueux. Alors pour ceux qui le sont déjà, la prudence ne saurait servir à rien. Bien plus, elle ne servira pas davantage à ceux qui ne le sont pas, car peu importera qu'on possède soi-même la prudence ou qu'on suive seulement les conseils d'autres qui la possèdent. Il nous suffirait de faire ce que nous faisons en ce qui concerne notre santé, car tout en souhaitant de nous bien porter, nous n'apprenons pas pour autant l'art médical. Ajoutons à cela qu'on peut trouver étrange que la prudence, bien qu'inférieure à la sagesse théorique, ait une autorité supérieure à celle de cette dernière, puisque l'art qui produit une chose quelconque gouverne et régit tout ce qui concerne cette chose. Telles sont donc les questions que nous devons discuter, car jusqu'ici nous n'avons fait que poser des problèmes. D'abord, nous soutenons que la sagesse et la prudence sont nécessairement désirables en elles-mêmes, en tant du moins qu'elles sont vertus respectives de chacune des deux parties de l'âme, et cela même si ni l'une ni l'autre ne produisent rien. Secondement, ces vertus produisent en réalité quelque chose, non pas au sens où la médecine produit la santé, mais au sens où l'état de santé est cause de la santé. C'est de cette façon que la sagesse produit le bonheur, car étant une partie de la vertu totale, par sa simple possession et par son exercice, elle rend un homme heureux. La vie vertueuse étant un tout organisé dont les parties sont solidaires, tout ce qui est dit ici de la Sophia doit s'étendre à la phronésis. En outre, l'œuvre propre de l'homme n'est complètement achevée qu'en conformité avec la prudence, aussi bien qu'avec la vertu morale. La vertu morale, en effet, assure la rectitude du but que nous poursuivons, et la prudence celle des moyens pour parvenir à ce but. Quant à la quatrième partie de l'âme, la nutritive, elle n'a aucune vertu de cette sorte, car son action ou son inaction n'est nullement en son pouvoir. En ce qui regarde enfin le fait que la prudence ne nous rend en rien plus aptes à accomplir les actions nobles et justes, il nous faut reprendre d'un peu plus haut en partant d'un principe qui est le suivant. De même que nous disons de certains qui accomplissent des actions justes, qui ne sont pas encore des hommes justes, ceux qui font par exemple ce qui est prescrit par les lois, soit malgré eux, soit par ignorance, soit pour tout autre motif, mais non pas simplement en vue d'accomplir l'action, bien qu'ils fassent assurément ce qu'il faut faire, et tout ce que l'homme vertueux est tenu de faire. Ainsi, semble-t-il bien, il existe un certain état d'esprit dans lequel on accomplit ces différentes actions de façon à être homme de bien. Je veux dire qu'on les fait par choix délibéré en vue des actions même qu'on accomplit. Or, la vertu morale assure bien la rectitude du choix, mais accomplir les actes tendant naturellement à la réalisation de la fin que nous avons choisie, c'est là une chose qui ne relève plus de la vertu, mais d'une autre potentialité. Mais il nous faut insister sur ce point et parler plus clairement. Il existe une certaine puissance, appelée habileté, et celle-ci est telle qu'elle est capable de faire les choses tendant au but que nous nous proposons et de les atteindre. Si le but est noble,
c'est une puissance digne d'éloge. Mais s'il est pervers, elle n'est que rouerie, et c'est pourquoi nous appelons habiles les hommes prudents aussi bien que les roués. La prudence n'est pas la puissance dont nous parlons, mais elle n'existe pas sans cette puissance. Mais la dite disposition ne se réalise pas pour cet œil de l'âme, sans l'aide de la vertu. Nous l'avons dit, et cela est d'ailleurs évident. En effet, les syllogismes de l'action ont comme principe: puisque la fin, c'est-à-dire le souverain bien, est de telle nature, quoique ce puisse être d'ailleurs, et nous pouvons prendre à titre d'exemple la première chose venue, mais ce souverain bien ne se manifeste qu'aux yeux de l'homme de bien, car la méchanceté fausse l'esprit et nous induit en erreur sur les principes de la conduite. La conséquence évidente, c'est l'impossibilité d'être prudent sans être vertueux. Examinons donc de nouveau encore la nature de la vertu. Le cas de la vertu est en effet voisin de celui de la prudence dans ses rapports avec l'habileté. Sans qu'il y ait à cet égard identité, il y a du moins ressemblance, et la vertu naturelle entretient un rapport de même sorte avec la vertu au sens strict. Tout le monde admet en effet que chaque type de caractère appartient à son possesseur en quelque sorte par nature, car nous sommes justes, ou enclins à la tempérance, ou braves, et ainsi de suite, dès le moment de notre naissance. Mais pourtant nous cherchons quelque chose d'autre, à savoir le bien au sens strict, la vertu morale, et voulons que de telles qualités nous appartiennent d'une autre façon. En effet, même les enfants et les bêtes possèdent des dispositions naturelles, mais faute d'être accompagnées de raison, ces dispositions nous apparaissent comme nocives. De toute façon, il y a une chose qui tombe, semble-t-il, sous le sens, c'est que tout comme il arrive à un organisme vigoureux mais privé de la vue, de tomber lourdement quand il se meut, parce qu'il n'y voit pas, ainsi en est-il dans le cas des dispositions dont nous parlons. Une fois au contraire que la raison est venue, alors dans le domaine de l'action morale, c'est un changement radical, et la disposition qui n'avait jusqu'ici qu'une ressemblance avec la vertu sera alors vertu au sens strict. Par conséquent, de même que pour la partie opinante, on distingue deux sortes de qualités, l'habileté et la prudence. Ainsi aussi pour la partie morale de l'âme. Il existe deux types de vertus, la vertu naturelle et la vertu proprement dite. Et de ces deux vertus, la vertu proprement dite ne se produit pas sans être accompagnée de prudence. C'est pourquoi certains prétendent que toutes les vertus sont des formes de prudence, et Socrate, dans sa méthode d'investigation, avait raison à un sens et tort à un autre. En pensant que toutes les vertus sont des formes de la prudence, il commettait une erreur, mais en disant qu'elles ne pouvaient exister sans la prudence, il avait entièrement raison. Et la preuve, c'est que tout le monde aujourd'hui, en définissant la vertu après avoir indiqué la disposition qu'elle est et précisé les choses qu'elle a pour objet, ajoute qu'elle est une disposition conforme à la droite règle. Et la droite règle est celle qui est selon la prudence. Il apparaît dès lors que tous les hommes pressentent en quelque sorte obscurément que la disposition présentant ce caractère est vertu, je veux dire la disposition selon la prudence. Mais il nous faut aller un peu plus loin. Ce n'est pas seulement la disposition conforme à la droite règle qui est vertu, il faut encore que la disposition soit intimement unie à la droite règle. Un rapport extérieur, kata, ne suffit pas, il faut que la droite règle réside d'une façon intime et inséparable dans la phronésis elle-même. Or, dans ce domaine, la prudence est une droite règle. La prudence est la connaissance de la droite règle, la présence de la droite règle dans l'âme du sage. Ainsi donc, Socrate pensait que les vertus sont des règles, puisqu'elles sont toutes, selon lui, des formes de science, tandis qu'à notre avis, à nous, les vertus sont intimement unies à une règle. Dans l'opinion d'Aristote lui-même, opposée à celle de Socrate, les vertus sont à la fois secundum rationem et cum ratione. Saint Thomas. La position d'Aristote est donc intermédiaire entre la thèse de Socrate, pour qui la vertu est exclusivement d'ordre intellectuel, et celle des disciples de Platon, qui estiment qu'un simple rapport extrinsèque rattache la vertu à son élément rationnel. Aristote se rapproche plutôt de Socrate, en exigeant que la vertu soit intimement unie à la droite règle de la raison. Méta, logo, sans cependant lui être identique. On voit ainsi clairement, d'après ce que nous venons de dire, qu'il n'est pas possible d'être homme de bien au sens strict, sans prudence, ni prudence sans la vertu morale. Mais en outre, on pourrait de cette façon réfuter l'argument dialectique qui tendrait à établir que les vertus existent séparément les unes des autres, sous prétexte que le même homme n'est pas naturellement le plus apte à les pratiquer toutes, de sorte qu'il y aura déjà acquis l'une et n'aura pas encore acquis l'autre.
Cela est assurément possible pour ce qui concerne les vertus naturelles. Par contre, en ce qui regarde celles auxquelles nous devons le nom d'homme de bien proprement dit, c'est une chose impossible, car en même temps que la prudence, qui est une seule vertu, toutes les autres seront données. Et il est clair que même si la prudence n'avait pas de portée pratique, on aurait tout de même besoin d'elle, parce qu'elle est la vertu de cette partie de l'intellect à laquelle elle appartient. Et aussi que le choix délibéré ne sera pas correct sans prudence, pas plus que sans vertu morale, car la vertu morale est ordonnée à la fin. À la prudence nous fait accomplir les actions conduisant à la fin. Il n'en est pas moins vrai que la prudence ne détient pas la suprématie sur la sagesse théorique, c'est-à-dire sur la partie meilleure de l'intellect. Pas plus que l'art médical n'a la suprématie sur la santé. L'art médical ne dispose pas de la santé, mais veille à le faire naître. Il formule donc des prescriptions en vue de la santé, mais non à elle. En outre, on pourrait aussi bien dire que la politique gouverne les dieux, sous prétexte que les prescriptions s'appliquent à toutes les affaires de la cité. Livre 7. Vice, intempérance, bestialité et leur contraire. Après cela, il nous faut établir en prenant un autre point de départ qu'en matière de moralité, les attitudes à éviter sont de 3 espèces, vice, intempérance et bestialité. La crasia, qui fait l'objet du chapitre 1 à 11, et l'incontinence, l'intempérance. Elle est caractérisée par la faiblesse de la volonté à l'égard des passions. Le sujet sait où est le bien, mais il fait le mal par manque d'empire sur lui-même. La crasie n'est pas un vice, mais elle est la porte ouverte à tous les vices. Son opposé est l'ankrateia, la force du caractère. L'ankrates est l'homme qui agit bien après avoir vaincu en lui les mauvais instincts, tandis que l'acrotes est celui qui agit mal, vaincu dans la lutte contre les désirs. Les états contraires aux deux premiers sautent aux yeux. Nous appelons l'un vertu et l'autre tempérance. Mais à la bestialité, on pourrait le plus justement faire correspondre à la vertu surhumaine, sorte de vertu héroïque et divine. Cette vertu est héroïque. Cette vertu héroïque de caractère mystique est en quelque sorte la sainteté, ou l'une de ses formes. Elle est contraire à la thériotès, qui est la monstruosité dans le vice. Comme Homère a représenté Priam, qualifiant Hector de parfaitement vertueux, et il ne semblait pas être enfant d'un homme mortel, mais d'un dieu. Par conséquent, si comme on le dit, les hommes deviennent des dieux par excès de vertu, c'est ce caractère qui revêtira évidemment la disposition opposée à la bestialité. De même en effet qu'une bête brute n'a ni vice ni vertu, ainsi en est-il d'un dieu. Son état est quelque chose de plus haut que la vertu, et celui de la brute est celui d'un genre tout différent du vice. Et puisqu'il est rare d'être un homme divin, au sens habituel donné à ce terme par les lacédémoniens, quand ils admirent profondément quelqu'un, un homme divin, disent-ils. Ainsi également la bestialité est rare dans l'espèce humaine, c'est principalement chez les barbares qu'on la rencontre, mais elle se montre aussi parfois comme le résultat de maladies ou de difformités. Et nous appelons encore ce terme outrageant les hommes qui surpassent les autres en vice. Mais la disposition dont nous parlons doit faire ultérieurement l'objet d'une mention de notre part, et le vice de son côté a été étudié plus haut. Nous devons pour le moment parler de l'intempérance et de la mollesse, de sensualité, ainsi que de la tempérance et de l'endurance. Aucune de ces deux classes de disposition ne doit en effet être conçue comme identique à la vertu ou au vice, ni pourtant comme étant d'un genre différent. Et nous devons, comme dans les autres matières, poser devant nous les faits tels qu'ils apparaissent, et après avoir d'abord exploré les problèmes, arriver ainsi à prouver le mieux possible la vérité de toutes les opinions communes concernant ces affections de l'âme, ou tout au moins des opinions qui sont les plus répandues et les plus importantes. Car si les objections soulevées sont résolues pour ne laisser subsister que les opinions communes, notre preuve aura suffisamment rempli son objet.